Les dernières nouvelles, compte tenu de ce qui se passe en Espagne. Plus de 40, 50 000 Marocains affluent en Espagne, envahissent l'Espagne. Et en gros, voici ce qu'a rapporté le New York Times. Plusieurs Marocains ont dit au New York Times que les autorités marocaines les avaient encouragés à traverser vers l'Espagne, vers Ceuta. Certains agents auraient dit aux migrants d'aller par là, ou de venir en Espagne. Et quand on regarde l'historique de ce qui s'est passé, je pense, laissez-moi citer ce qu'a publié le fils du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Il a dit à ses Arabes et musulmans, « Vous essayez de libérer les terres occupées? Allez en Espagne. » Il vise en gros la même région vers laquelle les gens affluent, d'une manière ou d'une autre. Et voici l'oral humeur. L'invasion de l'Espagne par des parasites islamiques du tiers-monde est mauvaise pour la société, mais bonne pour l'accélération. Nous devons amener le grand public à éprouver de l'hostilité envers l'islam. Ça fait partie d'une sorte de... je ne sais pas. Comment l'interprétez-vous? Que pensez-vous de ce qui se passe en Espagne? Eh bien, je pense que cela fait partie de la stratégie générale d'Israël pour détourner l'attention. Autrement dit, Israël essuie des revers dans l'opinion publique partout dans le monde, et tout particulièrement en Espagne, qui a été très clair dans son soutien à l'autodétermination palestinienne et son opposition à la guerre en Iran. L'Espagne a même suspendu l'utilisation par les Américains de bases dans l'espace aérien espagnol pour soutenir cette guerre. Et je pense que ce que nous voyons ici est une riposte orchestrée par Israël. Autrement dit, Israël et le Maroc entretiennent de très bonnes relations. En général, ils coopèrent militairement sur de nombreux sujets, et je pense qu'ils ont encouragé cette invasion de Ceuta, qui se trouve bien sûr sur la rive sud du détroit de Gibraltar, entouré de territoires marocains. Et c'est aux mains des Espagnols depuis des siècles. Le problème, c'est que vous savez, si vous faites ça, vous créez d'énormes difficultés à l'Espagne dans plusieurs domaines. D'abord, bien sûr, sur le plan intérieur, il y a une opposition à l'immigration. Et il y a clairement une opposition à l'immigration incontrôlée en Espagne. Pourtant, l'Espagne a été exemplaire, de manière générale, dans sa gestion de l'immigration. Et elle en a beaucoup profité. Son économie a largement bénéficié d'une immigration maîtrisée. Mais là, c'est une immigration incontrôlée. Ça pose aussi des problèmes à l'Espagne avec l'Union européenne. Parce que l'accord au sein de l'Union européenne, c'est que si vous êtes dans une partie de l'Union, vous pouvez aller dans n'importe quelle autre partie. Ceuta fait partie de l'Espagne. Par conséquent, ces personnes pourraient techniquement se retrouver n'importe où en Europe. Et bien sûr, l'Europe reste encore très marquée, très en colère et troublée par l'énorme migration syrienne qui a eu lieu pendant la guerre civile en Syrie. C'est donc un embarras politique pour le Premier ministre Pedro Sánchez et pour son gouvernement. Et cela lui crée des problèmes en Europe. Puis bien sûr, il y a aussi le programme de Laura Loomer, qui relève d'un discours de haine. Si elle était en Europe, elle serait poursuivie pour cela. Aux États-Unis, nous bénéficions encore de certaines protections au titre du premier amendement. Je pense donc qu'il s'agit d'une crise fabriquée visant à faire avancer les intérêts d'Israël et de ses porte-paroles à l'international. Selon vous, quel est le programme d'Israël en Europe, monsieur l'ambassadeur? Au fond, ils ne sont pas satisfaits de l'Europe. Nous le savons, parce que, dans l'ensemble, regardez les politiques européennes. Elles ne sont pas tellement pro-Israël. Elles n'ont pas fait grand-chose à ce sujet. Certains gouvernements coopèrent avec eux, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. D'autres s'opposent à ce que fait Israël. Mais ils ont certains problèmes en Europe. De quoi s'agit-il? Quelle est pour eux cette politique européenne? Eh bien, rappelons que l'État d'Israël a été créé par des Européens.
Il a été autorisé par les Britanniques. Il a été peuplé par des Juifs européens. Il y avait un très grand nombre de Juifs dans les sociétés arabes et musulmanes, en Turquie, en Perse et dans l'ensemble du monde arabe. Et ils ont tous été chassés de ces pays en réaction à la création de l'État d'Israël. De très nombreuses communautés ont entièrement disparu. Pas celles de Téhéran, à ce que je comprends, mais de manière générale. Parce que les Juifs iraniens ont, je crois, un siège qui leur est réservé au Parlement. C'est en Irak. Mais ils ont fait ça aux Juifs irakiens. Je ne sais pas. Je veux dire, certains des pires responsables en Israël, les fascistes les plus vicieux, Ben Gvir par exemple, sont originaires d'Irak. Je crois qu'il est en partie kurde, en partie arabe. Et ça illustre simplement le fait qu'Israël aimerait être un pays européen. Il s'identifie à l'Europe. Il a réussi à amener les Européens à le reconnaître comme une sorte de pays européen honoraire. Et il a soigneusement endoctriné les Juifs arabes sur l'histoire de l'Holocauste, qui est entièrement européenne. Cela n'a rien à voir avec l'islam, le monde musulman, le monde arabe, ni avec quoi que ce soit d'autre que l'Europe. Mais quoi qu'il en soit, Israël entretient une relation délicate avec l'Europe. D'un côté, il a utilisé l'Holocauste et le sentiment de culpabilité européen, notamment dans des pays comme l'Allemagne, pour imposer une coopération et même obtenir des réparations et de l'aide. Il a des affinités et en a eu avec certains partis antisémites de droite en Europe, ainsi qu'en Hongrie sous Viktor Orban. Et il a bien sûr entretenu une relation ambiguë avec l'Espagne et le Portugal. En 1492, les Espagnols et les Portugais ont expulsé les musulmans et les Juifs de leur territoire. Depuis, ils ont expié ce péché en proposant des passeports à toute personne, à tout Juif, capable de prouver une ascendance en Espagne ou au Portugal. Et donc 2 millions d'Israéliens ont des passeports espagnols et portugais. C'est donc une relation très compliquée, très contrastée. Historiquement, Israël a été très proche de la droite dans toute l'Europe. Il existe des mouvements de droite dans la plupart des pays européens. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont un peu sur la défensive. Mais l'Espagne a été le critique le plus virulent, le plus franc d'Israël, et le seul pays d'Europe à avoir réellement pris des mesures efficaces pour stopper les ventes d'armes à Israël, ou le soutien apporté à Israël par les États-Unis et d'autres pays. Et donc, comme je l'ai dit, je pense que cette intrusion à Ceuta de citoyens marocains est une crise fabriquée, organisée par Israël avec la coopération du Maroc, pour embarrasser le gouvernement de Pedro Sánchez et diviser les Européens les uns contre les autres. Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il allait désarmer le Hamas. Il a dit que cette coalition pour la paix qu'il a créée était parvenue à une sorte de décision selon laquelle il voulait faire cela et que le Hamas était d'accord. Puis, plus tard, le Hamas a publié un communiqué disant « Nous n'avons pas donné notre accord ». Avant tout retrait, il demande un retrait total d'Israël de Gaza. Et les principaux points du communiqué qu'ils ont publié sont les suivants. Israël met totalement fin à la guerre. Le retrait de Gaza achève la première phase du cessez-le-feu et permet la reconstruction, ainsi que le déploiement de forces internationales de protection. Les milices soutenues par Israël à Gaza sont dissoutes et l'autodétermination ainsi que la création d'un État palestinien sont garanties. Voyez-vous le moindre point de cette liste se réaliser? Israël accepterait-il l'un d'entre eux? Non, il n'y a absolument aucune chance qu'Israël accepte. Et bien sûr, dire que le Hamas ait jamais accepté de se désarmer sans condition est une déformation complète. Le Hamas a toujours accepté, et avait accepté lors d'autres négociations, de se désarmer si Israël faisait ce qu'il continue aujourd'hui à exiger, c'est-à-dire se retirer de Gaza, permettre à Gaza d'avoir le droit à l'autodétermination
et d'être reconstruite dans le respect du droit international. Donald Trump fait là ce que font les agents immobiliers de New York quand ils font faillite. Ils essayent de trouver un pigeon à qui vendre un pont, vous savez, pour tirer un quelconque avantage des circonstances actuelles. C'est une fraude totale. C'est une tentative de manipuler l'opinion publique, de changer de sujet. Cela n'a absolument aucune chance d'être mis en œuvre. Et bien sûr, cela contredit directement la politique israélienne. La politique israélienne n'a pas visé le retrait. Elle a visé à étendre son emprise sur Gaza et à confiner les Palestiniens dans une zone de plus en plus réduite, qu'ils appellent, ironiquement, une ville humanitaire. Mais ce que c'est réellement, c'est une prison. Gaza était un camp de concentration à ciel ouvert. Ils veulent transformer ce qu'il en reste en prison. Et Trump est apparemment d'accord avec ça. Non, je veux dire, il y a eu tout récemment une rencontre entre Netanyahou et Trump à la Maison-Blanche. C'était la première depuis le début de la guerre avec l'Iran. Et nous savons qu'ils n'ont rien discuté concernant Gaza, l'autodétermination des Palestiniens, la solution à 2 États, rien de tout cela. Je crois que les porte-paroles du Hamas ont aussi ajouté à leur liste de revendications qu'Israël doit quitter le Liban. Autrement dit, il y a une certaine solidarité avec les Libanais. Et je pense que l'une des questions les plus intéressantes, puisque vous savez, la presse dit toujours les Houthis soutenus par l'Iran, le Hezbollah soutenu par l'Iran, ceci soutenu par l'Iran, cela soutenu par l'Iran, les milices soutenues par l'Iran en Irak. Je dirais que milices alignées sur l'Iran est plus exact. Je ne pense pas que l'Iran contrôle ces milices, ni même qu'il les soutienne particulièrement. Mais elles sont pro-iraniennes, elles se sentent proches de l'Iran, et elles essayent d'aider l'Iran à se défendre contre l'agression américaine et israélienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Houthis, le Hezbollah et les milices chiites irakiennes semblent se coordonner. Bon, vous savez, je ne sais pas dans quelle mesure l'Iran est impliqué là-dedans, mais ils semblent se coordonner. Donc vous avez une attaque d'une milice irakienne, ce sont des milices pro-iraniennes, des milices chiites en Irak, contre des installations pétrolières à Abqaiq, le plus important carrefour pétrolier du monde, en Arabie Saoudite. Les Saoudiens doivent se défendre. Et là, il y a un point important. Beaucoup de médias et de commentateurs affirment que le fait que les États-Unis et l'Arabie Saoudite aient mené conjointement une attaque contre les Kataïb Hezbollah en Irak signifie, d'une manière ou d'une autre, que l'Arabie Saoudite entre en guerre contre l'Iran. Mais ce n'est pas le cas. L'Arabie Saoudite, contrairement à ce que dit mon ami Mohammad Marandi, que vous interviewez souvent, les Arabes du Golfe ont leur propre capacité d'action. Ce ne sont pas seulement des marionnettes. Et les Saoudiens agissent dans leur propre intérêt national pour dissuader de nouvelles attaques contre leurs installations pétrolières de la part de ces groupes de résistance. Cela ne veut pas dire qu'ils vont se rapprocher davantage des États-Unis dans le contexte de la guerre avec l'Iran. Ils ont leurs propres problèmes. Ansar Allah, les Houthis ont réussi à attaquer une raffinerie à Jizan, dans le sud de l'Arabie Saoudite, sur la côte de la mer Rouge. C'est une zone voisine du Yémen et des territoires yéménites contrôlés par les Houthis. Et cette raffinerie a été mise hors service jusqu'à un moment le mois prochain. Il faudra 3 ou 4 semaines pour la réparer. C'est un nouveau coup porté aux approvisionnements mondiaux en pétrole, parce que cette raffinerie produisait les composants du carburant aviation et du diesel. Et maintenant, le diesel devient de plus en plus rare et de plus en plus cher aux États-Unis, parce que nous avons été coupés de nos approvisionnements. Il y a un autre développement très intéressant, je pense. D'abord, l'Iran a attaqué la base aérienne Muwafaq Salti, en Jordanie, et les États-Unis ont dit qu'il s'agissait d'une attaque surprise.
Eh bien, ce n'est pas une attaque surprise. Il existe un état de guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et l'Iran est déterminé à montrer que les États-Unis ne peuvent pas mettre fin à cette guerre unilatéralement. Pour que cette guerre s'arrête, les États-Unis vont devoir faire des concessions à l'Iran. Et je pense que le même message a été envoyé dans un autre contexte lorsque l'Iran a attaqué 2 navires transportant du gaz naturel au large de la côte méditerranéenne de l'Égypte. C'était un message à l'Égypte. Vous êtes un allié des États-Unis, mais vous feriez mieux de rester en dehors de cette guerre, parce que nous pouvons vous causer des dommages. Si vous participez à cette guerre, comme les Arabes du Golfe, nous étendrons nos attaques jusqu'à vous. Et deuxièmement, c'était un rappel aux États-Unis. L'Iran a la capacité d'élargir la guerre. Et dans ce contexte, le fait que l'Ukraine, sans aucun doute, avec le soutien des services de renseignement des États-Unis et du Royaume-Uni, ou des deux, ait attaqué un navire iranien dans la mer Caspienne, et que l'Iran ait dit qu'il devrait riposter. C'est une tentative de l'Ukraine de se raccrocher à la guerre avec l'Iran, parce que son soutien aux États-Unis s'effondre, et que réunir les deux causes peut aider. Mais c'est une extension de la guerre. Et je pense que cela va faire l'objet de représailles iraniennes. Quoi qu'il en soit, l'Iran voudra rappeler aux États-Unis et à Israël qu'il peut étendre ses attaques bien au-delà de la zone où elles ont actuellement lieu. Donc je pense que c'est la situation. L'Iran n'a aucun intérêt à discuter avec les États-Unis et a déclaré qu'il ne le ferait pas tant que ne seront pas mis en œuvre les engagements du mémorandum d'entente, le retrait d'Israël du Liban, la fin des attaques verbales contre l'Iran, la fin des bombardements contre l'Iran et le respect de la gestion iranienne du détroit d'Ormuz. Or, la probabilité que cela arrive est proche de 0. Donc, je pense que nous sommes dans une situation où cette guerre va se poursuivre jusqu'à ce que l'un des deux camps soit épuisé. Et c'est mon dernier point. En attaquant des cibles en Jordanie, l'Iran fait 2 choses. D'abord, il a pratiquement chassé les États-Unis du Golfe, à l'exception du Koweït, où nous apprenons maintenant que l'armée américaine envisage de retirer une grande partie de ses troupes parce qu'elles ne sont pas en sécurité. L'Iran attaque la Jordanie et d'autres pays parce qu'il veut forcer les États-Unis à se replier sur Israël. Et si les États-Unis concentrent leurs forces en Israël, bien sûr, ils ont déjà beaucoup de troupes et des avions ravitailleurs à l'aéroport Ben Gurion. Mais s'ils se replient sur Israël, ils y seront concentrés et constitueront une cible très attirante. Surtout parce qu'à ce stade, dans le monde, personne, à part les États-Unis et quelques autres pays d'Europe, ne pense qu'il y ait quoi que ce soit de mal à attaquer Israël. Donc l'Iran pousse les États-Unis comme un troupeau de moutons dans les bras d'Israël. Et je pense que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont probablement parlé de ça lors de leur conversation, et Netanyahou trouve ça formidable. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il installe sur son territoire une cible attrayante qui attirera une attaque iranienne. L'autre point, c'est que l'Iran mène une guerre d'usure contre les États-Unis. Et chaque fois qu'il provoque les États-Unis, les poussant à dépenser davantage de munitions contre l'Iran, cela réduit encore davantage la capacité américaine à agir à l'échelle mondiale. Et cela conduit à son tour les militaires américains à dire à Donald Trump que trop, c'est trop. Il faut que ça s'arrête. Nous nous affaiblissons au-delà de ce qui est raisonnable. Donc je pense que l'Iran sait exactement ce qu'il fait. Et tout cela est très regrettable. Je veux dire, tout le monde se porterait mieux si cette guerre prenait fin. Tout le monde veut y mettre fin, sauf Israël et Donald Trump.